Alors pour la séquence suivante, vous savez que chez Melsion, on connaît bien les entrepreneurs et les problématiques d'entreprise, et qu'à un moment donné, le plus gros problème d'un entrepreneur est finalement pas autant les outils, les technologies ou le matériel qu'on peut acheter, utiliser ou mettre à l'usage, mais souvent c'est les problèmes humains. Et d'ailleurs, on a tous rêvé d'avoir une entreprise sans personne. On aura peut-être un jour des chatbots pour régler tous les problèmes entre les salariés et l'entrepreneur qui dirige la boîte. N'empêche que la réalité d'aujourd'hui est souvent que l'entreprise a des personnes, des hommes, des femmes, des êtres humains, avec qui il est souvent difficile de dealer, de traiter. On rêve d'avoir une zapette qui ferait faire à tous ses employés ce qu'on voudrait, tout de suite. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc on sait quelle est l'importance de bien choisir les collaborateurs avec qui on travaille. Et régulièrement, on a des entrepreneurs qui nous disent « mais finalement, j'aime pas les gens avec qui je partage mon quotidien. » Ah bon, et qui les a recrutés? Ben, oui, c'est moi, ok, mais je ne sais pas ce qu'ils font là. Et souvent, on se pose la question de est-ce que c'est la bonne personne ou pas? J'attendais autre chose, j'attendais qu'il délivre, j'attendais qu'il fasse ou qu'on produise quelque chose. Et puis surtout, j'attendais qu'on parle d'une autre façon, qu'on ait une autre attitude, etc. Et du coup, pour traiter un peu de ces sujets, nous avons Agathe Pain qui est là avec nous et qui va vous parler un peu de comment on fait pour traiter, quand on est entrepreneur, les problématiques de RH, on peut dire ça comme ça. Je déteste ce mot. Mais... Oui, de vrais gens, on va dire. Hein? Les problématiques de vrais gens. Merci. Joe. Alors, au niveau de la tic-tic, qui je dois regarder quand? Ah, super, c'est moi qui fais. Génial. Ok. Je me présente en quelques mots. Donc, je m'appelle Agathe Pain, je suis coach professionnel en leadership development. J'ai été formée, certifiée, tamponnée, tout ce qu'on veut, à San Francisco. J'ai vécu pendant 7 ans et travaillé pendant 4. Et j'en reviens il y a 1 an. Donc j'essaye dans mon travail au quotidien de garder un pied et une inspiration de l'autre côté de l'océan. Donc je travaille avec des fondateurs de petites entreprises qui croissent rapidement et qui se trouvent en but aux problèmes liés à l'organisation et au management de leurs employés. Donc en gros, quand ça se complique et qu'on passe au-delà du premier cercle, comment on fait pour maximiser le potentiel de ces équipes, les emmener avec soi, pour construire un succès qui dure, qui s'installe dans la durée. Voilà, je partage avec mes hôtes le souci d'accompagner des compagnies qui sont ambitieuses, qui veulent croître, mais qui veulent garder leur âme. Donc c'est pour ça qu'on trouve des points d'accord avec Melsion et qu'on travaille notamment en commun sur un client qui s'appelle Fruition Science, avec Sébastien Payen qui est quelque part. Alors, Joe le disait, on peut avoir les chatbots les plus perfectionnés. J'étais très impressionnée par votre intervention. Au final, il faut que ça marche avec l'équipe. Et je pense que vous avez tous expérimenté des situations où on peut perdre le sommeil sur des questions d'hommes. Joe il faisait allusion fréquemment, on recrute quelqu'un et puis 3 semaines après, en fait, c'est la déconvenue. On a ces situations de tension, pas seulement avec les employés, ça peut très bien arriver avec un fournisseur, avec un partenaire, avec un client. Et encore une fois, le but n'est pas d'y perdre le sommeil, et donc mon intention aujourd'hui, c'est de vous présenter 2 outils qui peuvent vous aider à prendre des décisions plus rapidement, plus nettement, lorsque ces situations se présentent. Donc, quand les enjeux sont importants et que la situation a tendance à durer un peu trop, on se trouve face à des questions, des choix stratégiques à poser, qui peuvent se résumer en stop ou encore. D'accord ? Est-ce qu'on arrête la relation ? Est-ce qu'on rompt ? Ou est-ce qu'on continue
en sachant qu'il va falloir réarranger, qu'il va falloir changer de perspective sur l'employé, le fournisseur, le partenaire, pour que ça fonctionne et pour qu'on sorte de cette situation de tension. Est-ce qu'on est face à une situation de clash insurmontable de vision du monde, j'ai envie de dire, hein, ce que j'appelle les valeurs? On arrête. Ou est-ce qu'on est face à une situation où on est plus dans un contexte où on comprend mal, on interprète mal ce que la personne en face, comment elle agit, comment elle réagit, ce qu'elle pourrait faire dans la boîte, et on passe à côté, en gros, de son potentiel. Alors, je vous donne un indice, c'est la deuxième option, qui est quand même la plus fréquente dans les difficultés que vous pouvez rencontrer. Encore faut-il pouvoir analyser ces situations avec des frameworks utiles. Alors, je vous ai mis une boussole ici parce que si vous prenez la peine de vous intéresser assez tôt, on va parler très tôt, hein, dès que vous rencontrez la personne et que vous considérez la faire rentrer dans votre équipe, si vous vous intéressez aux valeurs et aux talents de ces personnes assez tôt, eh bien, vous allez avoir un compas, en quelque sorte, et des décisions qui pourront être prises un peu plus sereinement et rapidement. Alors, pour bien ancrer la différence, je vais vous raconter 2 histoires. J'ai un client qui, il y a peu de temps, a dû renoncer à embaucher le stagiaire parfait sur une question de valeur. Ce stagiaire, au niveau des skills, des savoir-faire, des compétences, c'était le jackpot. Il surpassait même les attentes du client, de mon client, et il ouvrait par un certain nombre de choses qu'il savait faire, qu'il pouvait apporter, des perspectives de business development intéressantes. Qui plus est, il était stagiaire, donc il avait une expérience de l'équipe, de la boîte, des systèmes, etc. Assez vite, au bout des bruits ou des histoires ou des plaintes concernant son attitude vis-à-vis de ses collègues féminins sont parvenus aux oreilles des fondateurs de l'entreprise. Qui ont eu de la chance, hein, cela dit en passant, que ça leur remonte. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui ne remontent pas, d'où l'intérêt d'avoir des outils pour sonder, des oreilles placées un peu différemment et des questions un peu différentes. Bon, il se trouve que mon client revendique la valeur de respect, qui inclut notamment, pour lui, une valeur de diversité. Il le revendique. Hein, bon. L'embauche n'a pas lieu, la décision, c'est donc une décision stop, qui coûte dans un premier temps à mon client, qui avait, encore une fois, le stagiaire parfait à portée de main. Il faut tout recommencer. Mais il y a une barrière infranchissable, et on est bien ici sur le domaine des valeurs. Et mon client n'a pas envie de transiger là-dessus, sinon on va être sur une situation de mensonge vivant, je ne sais pas trop comment dire, hein, du contraire de walking the talk. Une autre histoire. On va se balader côté droit de mon stop ou encore. Donc j'ai travaillé il y a quelques temps, pendant quelques semaines, avec une équipe qui faisait partie d'un institut de crédit à impact social américain. Donc j'ai devant moi une équipe de 8 personnes qui sont des lending officers, donc ce sont des experts qui montent des dossiers de financement toute la journée. 8 professionnels aguerris avec des résultats un peu bons, et une personne parmi ces 8 dont la manager me dit celle-ci, les résultats sont là, mais au niveau de l'attitude, il y a de la résistance, il y a de la contestation, il y a du haussement d'épaule. Je ne comprends pas, j'y arrive pas, je ne sais pas quoi faire parce que les résultats sont là et que la personne a l'air valable, mais il y a quelque chose. Au bout d'un moment, on peut se demander si cette personne joue le jeu de l'équipe, hein, ou s'il va falloir s'en séparer. Donc c'est encore une fois stop ou encore. Quand on creuse, quand on a posé des questions, quand on a été chercher ce qu'il y avait au fond de cette personne et au fond de cette équipe, au fond de ses individualités, au-delà des skills, des expertises techniques dont chacun fait preuve, il apparaît que cette jeune femme, ronge son frein toute la journée
et s'arrache les cheveux sur le fait que le travail extrêmement performant de cette équipe est très très peu connu au sein de l'organisation. Et parmi les 8 personnes de l'équipe, c'est la seule que ça dérange. Donc, dans son ADN, si on parle vulgairement, il y a cette tendance au lobbying, vous en parliez ce matin. Il y a une envie naturelle, hein, c'est ça les talents, c'est ce que la personne va aller naturellement faire, ce qu'elle a envie de faire. Une envie naturelle d'aller faire du raising awareness et parler à l'extérieur, à l'intérieur du travail effectué dans l'équipe. Toute sa performance, tout son engagement dans son job est, on va dire, amoindri par le fait qu'il y a toute cette part de sa personnalité, et pas forcément ses skills, hein, mais de sa personnalité qui ne peut pas s'exprimer pour le moment dans le job. Alors, décision du manager, ce que j'appelle réorganisation, rearrange. Comment est-ce qu'on va... Alors, ce qu'elle a fait, elle a libéré 20% du temps de cette personne, et lui a dit, vas-y, moi j'y connais rien au lobbying, hein, à l'advocacy, vas-y, tentons, voyons ce que ça fait que d'utiliser tes talents d'une manière qui n'était pas forcément prévue dans la feuille de route de l'équipe, qu'on ne nous demande pas d'ailleurs à l'extérieur, on va voir ce qui se passe. Donc une décision comme la première, qui n'est pas très confortable au premier moment, au court terme. Au premier court terme, on n'est pas dans le confort. On renonce à un stagiaire, on envoie quelqu'un, on libère 20% du temps de quelqu'un alors que c'est même pas dans les attendus de l'équipe, etc. Ce que la personne a réussi à faire, c'est... Alors, 2 ans après, il se trouve que ça a surtout servi au manager de cette équipe, mais à l'équipe globalement, mais qui a été bien plus en vue et qui a été promu 2 fois, donc qui est maintenant dans les équipes vraiment de décision de cette boîte, et qui a pu recruter plus largement. Mais l'employé en question, les attitudes dérangeantes, hein, de haussement d'épaule, de contestation, avec ce risque de taches d'encre, hein, qui pouvait éventuellement gagner les autres, eh bien, il s'est dissous dans le fait qu'on l'autorisait en fait à contribuer avec non seulement son savoir-faire technique, mais aussi avec des choses qui lui viennent naturellement et qui sont importantes pour elle. Voilà mes 2 petites histoires. Alors, je voudrais vous montrer brièvement l'outil que j'utilise, l'outil que je rapporte, qui est un outil largement utilisé aux USA pour comprendre les talents, donc les tendances naturelles des gens qui vous rejoignent dans votre travail. C'est un outil qui s'appelle StrengthsFinder, donc peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler. C'est un assessment, les Américains raffolent des assessments. Celui-là, c'est l'un des 2 gros, historiques, j'ai envie de dire. Il a une 20aine d'années déjà, et c'est un outil Gallup. Peut-être certains d'entre vous connaissent Gallup, grosse firme qui produit des données statistiques sur le monde du travail, de la productivité et des assessments. Bon, le StrengthsFinder travaille avec 34 leadership talents, d'accord, et va vous donner à chacun une signature unique, donc mettre en lumière ce que son CV ne met pas forcément en lumière, à savoir ce qu'il a naturellement envie de faire, ce à quoi il pourrait naturellement exceller si on lui en donnait l'opportunité. Quand on travaille avec cet outil en équipe, je vous montre très brièvement, on dessine une carte des talents dans l'équipe. Alors, peu importe le détail des 34, mais vous voyez 4 familles, 4 grandes familles par 4 couleurs, 4 familles de talents. La jeune femme dont je vous ai parlé dans l'équipe de Landing Officers, c'est la seule sur 8 qui, dans sa signature unique de talent, qui comporte des talents d'influence. D'accord ? Influence, c'est la catégorie orange. Donc vous avez une équipe avec des tas de talents de strategic thinking, d'exécution, etc. Et vous avez une personne dans cette équipe qui présente une appétence et un don naturel, ou en tout cas un intérêt naturel pour ce qu'on appelle les talents d'influence. On aurait tort de s'en priver et de ne pas les utiliser, encore faut-il les voir. Cette approche strengths-based, elle est, comme je vous le disais, assez largement utilisée aux USA.
Donc, je vous lis une petite citation de Sheryl Sandberg, donc COO de Facebook, si je la retrouve. Pouf, pouf, pouf. Ouais. OK, at Facebook, c'est en anglais, c'est bon? At Facebook, we try to be a strengths-based organization, which means we try to make jobs fit around people rather than make people fit around jobs. We focus on what people's natural strengths are, and we spend our management time trying to find ways for them to use those strengths every day. Je crois qu'on est dans le fil rouge management. Donc là, on parle de comment gérer au mieux les gens qui nous rejoignent dans l'aventure et comment tirer le maximum, non seulement de leurs compétences techniques, mais aussi de leur personnalité, on peut dire, de manière simple. Alors, chez Facebook, chaque nouvel employé est StrengthsFinderisé. D'accord? À l'onboarding, c'est un passage obligé. Mais moi, j'ai envie de vous parler, on recule encore ça. Et j'ai envie de vous dire, voilà, c'est archi simple, mais en même temps, c'est pas si simple que ça. Dès les entretiens, dès les rencontres avec les personnes, les talents que vous considérez pour vous rejoindre, intéressez-vous à ce qui fait la personne et non pas à ce que fait la personne, ou en plus de ce que peut faire la personne. Qu'est-ce qui fait la personne? Qui est cette personne? Je vous ai mis des exemples simples de questions pour essayer de commencer seulement, évidemment, sur un entretien, à dépoussiérer, dig out, commencer à voir affleurer les talents et les valeurs d'une personne, les valeurs et les talents d'une personne. Avec un nota bene évident, qui est qu'en une heure d'entretien, vous n'allez pas tout avoir. En une heure d'entretien, vous n'allez pas voir que le stagiaire est misogyne. Vous n'êtes pas des surhommes, il va le dissimuler. Mais, si vous avez des valeurs d'entreprise, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, parce que c'est un processus... quand on commence, les valeurs d'entreprise, c'est les valeurs du fondateur, point barre. Il y a un moment, quand on grandit, où ça peut être intéressant de faire la démarche d'expliciter l'implicite, quand ça commence à grandir, on n'est plus le seul qui parle pour la boîte, on a des gens qui vont justement mener ces entretiens, etc. Expliciter l'implicite, ça peut tellement, tellement sauver de temps et d'argent. Donc tout le monde n'a pas de valeur d'entreprise, mais si vous en avez, que vous revendiquez, si vous avez fait ce travail, vous pouvez très bien demander en entretien, qu'est-ce que vous pensez de nos valeurs? Vous pouvez pousser en disant, parce que vous allez avoir du blabla, je vais y venir dans une minute. Vous pouvez pousser en disant, voilà, laquelle est la plus parlante pour vous? Si vous vous engagez dans un travail de définition de vos valeurs, ne dépassez pas 3. S'il vous plaît, ne me mettez pas à 6, 7 valeurs, on ne veut rien dire. Creusez, qu'est-ce que c'est la plus importante pour vous? Dans quelle situation? Ah bon, ça? Ok. Alors, dans quelle situation de travail, dans votre carrière passée, ou même si c'est en début de carrière dans votre vie, est-ce qu'on voit l'importance que vous dites accorder à cette valeur-là? D'accord? Illustré. Encore une fois, on va plus loin, on voit plus loin que le besoin immédiat, qui est un besoin souvent de compétences, et on s'intéresse à la personne dans son ensemble. Alors, les gens bachotent les entretiens. Ils vont donc vous servir ce qui peut sembler être du réchauffé. Moi, je pense que chacun sert un réchauffé qui en dit déjà long sur qui vous êtes et sur qui vous valorisez. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous semble impossible de ne pas avoir au travail? Vous avez des gens qui vont répondre « teamwork ». Vous avez des gens qui vont répondre « excellence ». Vous avez des gens qui vont répondre « l'atmosphère », l'humour. L'atmosphère, on va dire, l'ambiance de travail. Ces choses-là, creusez-les, posez des questions. Certains d'entre vous connaissent peut-être la technique des 5 why. Vous demandez 5 fois pourquoi. Bon, vous allez avoir l'air d'un bizarroïde, mais vous pouvez tenter ça. En tout cas, creusez. Ça ne vous dit pas la même chose sur la personne que vous avez en face de vous, selon que vous choisissez, même en mode bachotage, de mettre en avant telle ou telle valeur. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui vous dit que voilà, ce qui lui est indispensable pour se sentir bien, pour donner son maximum, pour contribuer au max, c'est par exemple tout ce qui a trait à learning. Il y a parmi nous des gens qui dépérissent s'ils n'ont pas d'opportunités récurrentes de grandir en termes de learning, d'apprentissage. Je vous encourage à ne pas employer la personne, même si elle est un match magnifique au niveau de vos besoins en court terme. Si vous savez que vous n'avez aucun budget pour learning dans votre boîte,
Vous n'avez pas de marge, vous n'avez pas de budget, ça viendra plus tard. Si vous savez que le manager de cette personne, d'abord, il n'y en a peut-être pas, et puis que s'il y en a un, il n'aura pas beaucoup de temps à lui accorder. Et si vous savez qu'il n'y a pas de stretch à court terme que cette personne puisse attendre, si elle vous rejoint. Ne la prenez pas, parce qu'elle va se démotiver, elle va partir, et avant de partir, elle va peut-être... c'est l'idée de matage de buvard, hein, c'est-à-dire contagionner les autres, hein, hausser les épaules, et puis après, il y a plusieurs épaules qui se haussent, etc. Puis après, on se retrouve avec des commentaires glace d'or minables. Bon, continuons à nous intéresser à la personne globalement, des questions plus orientées talent. Hein, donc là, quand vous cherchez les talents de quelqu'un en entretien, vous essayez de savoir quels sont ses modes opératoires par défaut. Hein, c'est ça les talents, c'est ce qui nous vient par défaut. Je veux revenir à la petite jeune femme là, de mon équipe de Landing Officers. Lui venait par défaut cette envie de prendre le micro, hein, et de se faire l'avocate de n'importe quoi. En l'occurrence, c'était le travail de l'équipe. D'accord ? C'est un talent qu'on appelle woo, winning others over. Woo. C'est le talent du politicien, si vous voulez, hein, c'est le networking, etc. Si vous positionnez ces talents-là stratégiquement, vous allez avoir un retour sur investissement bien plus important. Donc vous enquêtez, qu'est-ce qui vous énergise, qu'est-ce qui vous épuise, qu'est-ce que vous détestez. Vous avez quelqu'un qui vous répond, moi le conflit, je ne peux pas, bon, voilà, ça arrive. Vous savez au moins où vous mettez les pieds. Vous anticipez, vous commencez sur un espace d'entretien assez court, on est d'accord, qui ne va pas pouvoir vous faire voir l'entièreté de la personne, mais vous commencez à anticiper les problèmes d'interprétation maladroite de ce qu'une personne peut contribuer et de comment une personne fonctionne. Je crois que j'ai presque terminé. Bon, ça me semble particulièrement... Je vous ai parlé de Facebook parce que ça fait bien, quoi. Hein, puis bon. Cela dit, ça me semble particulièrement intéressant de parler de ces approches, de parler de ces strengths-based, value-driven, interview techniques, etc. et mindsets, globalement, parce que sur des tailles d'entreprise comme celles dans lesquelles vous évoluez, il y a la place, me semble-t-il encore, pour une culture, il y a la place pour créer, pour travailler, une culture qui met la personne et la performance au centre, hein, qui voit le lien entre l'épanouissement au sens large. C'est plus que le bien-être, hein, c'est vraiment permettre à la personne de se reconnaître dans ce qu'elle fait, et puis d'être auteur, pour une part, de son travail quotidiennement. Ce qui va vous booster l'engagement, vous booster la satisfaction, vous booster down the line les chiffres de performance et de profit, puis de rétention. Parce qu'encore une fois, ces outils-là vous mettent dans une perspective de durée, de construction long terme. Voilà, je crois qu'on a le temps pour une petite question, pour des questions. Avant de passer aux questions, alors je suis là jusqu'à ce soir, vous pouvez venir me voir si vous avez des questions, d'autres. Et par ailleurs, je propose, si certains d'entre vous se disent « Ah ben oui, pour moi, c'est le moment de regarder ça d'un peu plus près, organiser, manager mes people un peu mieux », je propose une consultation téléphonique, une session de stratégie la semaine prochaine, pas l'année prochaine. Donc voilà, vous m'en parlez. J'avais prévu un papier, mais enfin, vous êtes un peu nombreux pour le faire passer. Donc vous pouvez m'en parler et on installera ça la semaine prochaine. Un appel pour faire le point sur qu'est-ce que c'est que ce succès, hein, visionner un peu le succès auquel vous aspirez au niveau de votre propre positionnement de fondateur, de leader, de cette équipe qui croit, encore une fois, c'est vraiment là que ça devient intéressant, c'est quand ça commence à grandir, à dépasser le premier cercle, et au niveau plus global de l'organisation. Je vous remercie. Merci Agathe. On peut prendre peut-être une question. Alors moi, j'ai une question pour vous. Richard, excuse-moi, je vais prendre avant toi un petit sondage. Qui intègre de façon explicite des critères de valeur dans vos entretiens d'embauche? Qui l'a essayé à abandonner? Qui ne l'a jamais essayé encore? Bon, merci pour les autres. Richard, question?
Oui, le test que tu fais faire pour les équipes, moi j'en connais un autre qui s'appelle PI, Predictive Index. Est-ce que c'est un peu similaire? Damned, je ne connais pas PI. Ce que je peux dire, peut-être, je ne connais pas PI, voilà. Donc je ne peux pas répondre. En revanche, peut-être juste une opinion sur cet outil et pourquoi il est très largement crédibilisé outre-Atlantique en tout cas, et certaines boîtes l'utilisent ici aussi. C'est que c'est un outil qui ne vous met pas dans une catégorie, comme le MBTI par exemple, qui vous met 1 sur 16. Hein, vous êtes un type. Bon, c'est un outil qui pense un peu plus largement, qui offre un point de départ de réflexion sous forme d'une signature qui vous est vraiment unique. Alors, c'est pas de la gnognotte, c'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment de chance de rencontrer quelqu'un qui exhibe les mêmes tendances naturelles que vous. Hein. C'est 1 sur 280 000. Donc, c'est relativement unique. Et ça pousse la personne et le manager, hein, s'il se met sur la voie du strengths-based management, à s'interroger sur qu'est-ce qu'on fait justement de cette espèce de terreau unique, de combinaison unique qu'a cette personne, et comment est-ce que je vais le nourrir, hein, comment est-ce que je vais aligner ses responsabilités au-delà de la fiche de poste. Il y a toujours une partie des responsabilités qu'on ne peut pas aligner parce qu'elles sont liées aux compétences. Et puis il y a une autre partie. J'ai un client un jour qui a employé le mot de grey zone. Il y a une autre partie qui va faire que si vous êtes attentif, vous allez repérer dans votre ingénieur, codeur, réseau, je ne sais quoi, un type qui en fait écrit très bien, c'est une histoire véridique, et vous allez lui confier le blog de votre boîte, qui est un projet que personne ne prend depuis 1 an parce que personne ne veut le faire. Voilà, histoire vraie, by the way. Merci encore Agathe.